pour les élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. Dans cette séance, on va étudier la partie qui concerne les ondes de mécanique progressive périodique. Activité 1, l'onde mécanique progressive périodique. Tout d'abord, on doit définir qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive périodique, qui est une onde qui se répète identiquement à lui-même dans des intervalles de temps égaux. Ces intervalles de temps sont appelés période T. Il est dit sinusoïdal si sa variation est une sinusoïde en fonction du temps et l'élongation d'un point du milieu de propagation a la forme mathématique y de t est égal à a cosinus de pi sur grand T, c'est-à-dire la période petite t, plus phi. C'est la forme d'une fonction qui est sinusoïdale. Sa représentation, je peux représenter y en fonction du t, et nous donne une sinusoïde. Donc, y de t, il représente l'élongation de la perturbation à l'instant t. Grand A, il représente son amplitude. On va y veiller, l'amplitude A. Son unité, il est en mètres. Le grand T, il représente la période. Donc, la période, c'est le temps pour répéter le même phénomène. Elle est en secondes. Mu, c'est la fréquence. Elle est donnée par l'inverse de la période, elle est en Hertz. Grand phi, c'est la phase à l'origine et se détermine à partir des conditions initiales. Exemple, donc je prends un exemple. Dans cet exemple-là, j'ai un haut-parleur qui émet des ondes mécaniques sonores. J'ai un microphone qui va capter ces ondes mécanique et qui va les transformer en des ondes électriques qui ont un aspect d'une sinusoïde. Donc voilà ce que je vois dans l'écran de l'oscilloscope. L'écran de l'oscilloscope, il représente les variations de la tension toujours en fonction de t. En secondes. Voilà pour calculer la période de cette onde sonore sinusoïdale. Je prends soit le temps entre le maximum et le maximum, ou bien le minimum et le minimum. J'ai une sensibilité horizontale qui est égale à 0,5 millisecondes par division. Donc, pour calculer la période, je compte le nombre de divisions entre ce point-là et ce point-là. Donc, est égal à 2 divisions et demi. Donc, le 2 divisions et demi, chaque division représente 0,5 millisecondes. Donc, la période t sera égale à 2,5 divisions multiplié par 0,5 millisecondes par division. Je simplifie division avec division. Je trouve que la période t est égale à 1,25 millisecondes. Or, la fréquence est égale à l'inverse de la période. Mu est égal à 1 sur t, qui est égal à 1 sur 1,25 10 à la puissance moins 3. On trouve que la fréquence des ondes sonores à 800 Hz. Après, je passe à l'activité 2. Exemple d'onde mécanique progressive périodique. Donc, j'étudie le cas d'une onde progressive périodique le long d'une corde. Donc, expérience. On utilise une corde élastique tendue horizontalement par un corps suspendu, comme l'indique la figure suivante. La corde est attachée en S au bout d'une lame vibrante. Cette lame qui va vibrer pour créer des ondes sinusoïdale à cette source S, dont le mouvement est entretenu par un électroaimant
alimenté par un courant alternatif. C'est-à-dire, lorsque cette lame vibrante fonctionne, c'est-à-dire elle va monter et descendre avec une fréquence qui est plus importante. Voilà, lorsque la lame vibrante vibre avec une fréquence mu est égale à 100 Hz, la corde paraît floue, c'est-à-dire je ne peux pas suivre le mouvement des points, ce qui prouve que tous ces points sont en mouvement. Donc pour faire une étude à cette corde et voir le mouvement de chaque point, j'utilise un stroboscope. Qu'est-ce qu'un stroboscope? Donc un stroboscope, c'est un appareil qui donne des éclairs, des éclairs qui sont périodiques. C'est-à-dire, dans la première éclair, elle passe un temps de en secondes ou bien millisecondes, ça, qui est réglé, qui représente la période entre deux éclairs consécutifs. J'ai ici un disque. Dans le premier cas, sans éclairage de disque, lorsque le disque tourne, je ne vois rien. Tout est flou. C'est-à-dire, je ne peux pas voir où se trouve cette tâche. Pour observer l'immobilité de cette tâche, ou bien le mouvement de cette tâche, je fais fonctionner le stroboscope, c'est-à-dire je lance des éclairs sur ce disque. J'observe au début qu'il y a un mouvement qui est apparent lent. Je règle le stroboscope, c'est-à-dire sa fréquence, de telle sorte que cette tâche apparaît immobile. Voilà. Donc, pour démontrer la fréquence qu'il faut donner au stroboscope pour que cette tâche apparaîtra immobile, je fais un raisonnement mathématique. Donc, entre deux éclairs, c'est-à-dire entre la première éclair et la deuxième éclair. Donc, la période des éclairs, je la représente par TE. Pour que cette tâche apparaît immobile, c'est-à-dire ce disque-là soit dans la première éclair où la tâche se trouve là, elle fait un tour, la deuxième éclair, elle se trouve ici. Pour moi, elle m'apparaît, cette tâche, elle est immobile. Ou bien, pour la première éclair, ce disque fait 2 tours. Puis la deuxième éclair, elle va le trouver ici. Il va le coïncider dans cette place. Il me paraît immobile. Donc, dans le cas général, ce disque peut faire K tours. C'est-à-dire, on aura immobilité apparente. Donc, on aura immobilité apparente, c'est-à-dire c'est pas une immobilité qui est réelle. On aura immobilité apparente du disque. Voilà, si TE est égal à KT. C'est-à-dire entre deux éclairs, ce disque-là fait K tours. K, c'est un entier naturel non nul, avec K appartenant à une étoile. Donc cela implique que 1 sur T, qui représente la fréquence du disque, est égal à K fois 1 sur TE. Donc cela va nous donner que 1 sur T, il va représenter la fréquence du disque ou bien la fréquence de la corde. Donc cela implique que N, qui est la fréquence du disque, sera égal à KNE, qui est la fréquence
qui est la fréquence des éclairs. Donc on aura une mobilité apparente, c'est la fréquence du disque est égale à KNE, qui est la fréquence, NE c'est la fréquence de stroboscope. Donc je reviens maintenant à mon étude, à l'étude du mouvement de la corde, c'est-à-dire si je fais pas le stroboscope, tous les points apparaissent flous. Donc pour faire l'immobilité du mouvement de la corde, j'utilise un stroboscope pour de telle sorte que la fréquence de la corde soit égale à K fois la fréquence de stroboscope. La plus grande valeur que peut prendre NE, c'est K est égal à 1, c'est-à-dire NE est égal à N. Donc, la plus grande valeur que peut prendre le stroboscope pour qu'il y ait immobilité apparente, il faut que la fréquence de stroboscope sera égale à la fréquence de la lampe vibrante, c'est-à-dire la fréquence avec laquelle elle vibre la corde. Voilà, donc en utilisant le stroboscope et en réglant sur la fréquence nu, E est égal à nu, comme on a dit, est égal à 100 Hz, on obtient l'immobilité apparente de la corde, c'est-à-dire la corde, elle va nous apparaître comme ça, c'est-à-dire elle est immobile. Voilà, lorsque la lampe vibre avec une fréquence mu est égale à 100 Hz, la corde paraît floue, ce qui prouve que tous les points sont en mouvement. En utilisant le stroboscope et en réglant la fréquence sur mu E est égal à mu est égal à 100 Hz, on obtient l'immobilité apparente. La forme de l'onde progressive, c'est une forme qui est sinusoïdale. Donc, comme vous voyez, voilà, on a entre deux amplitudes, ou bien entre ce point-là et ce point-là, on a la période T. Ici, c'est le front de l'onde progressive. Donc, ici, il représente le front de l'onde progressive. T représente la périodicité temporaire, ou bien la période de l'onde progressive. Donc, en faisant des représentations successives de l'aspect de la corde pendant des intervalles de temps successifs et égaux à T sur 4. Étant donné que T représente la vibration de la source. Voilà, à l'instant T est égal à 0. Voilà, à l'instant T est égal à 0. On a cet aspect de la corde. À l'instant T est égal à T sur 4, c'est-à-dire que la source, c'est-à-dire la lampe vibrante, se déplace vers le haut et fait cette déformation. Puis à l'instant T est égal à grand T sur 2, comme vous voyez, va prendre cette position. T est égal à 3T sur 4, cette lampe va descendre en bas, puis elle va monter pour revenir à sa position initiale, c'est-à-dire que la lame effectue un tour. Donc, on a cet aspect. Et voilà, comme vous voyez, ce qu'il faut remarquer bien, que le front de l'onde, ce front-là, il ne change pas. Toujours, il a le même aspect. Donc, au cours d'une perturbation ou bien d'une création d'une onde par une lampe vibrante, le front de l'onde prend toujours l'aspect qu'il a à l'instant T est égal à T sur 4 et il ne change pas. Voilà, remarque, le front de l'onde dépend du mouvement initial de la lame vibrante. Parce que voilà, si la lame à l'instant T est égal à 0 se déplace vers le haut, comme vous voyez, voilà le front de l'onde, c'est-à-dire l'expérience qu'on a vue précédemment. Mais si à l'instant T est égal à 0, il se déplace vers le bas, le front de l'onde, il va prendre cet aspect. Ça, sa concavité se trouve vers le haut, ici sera convexe vers le haut. Donc après, on va définir
la longueur de l'onde lambda. Donc la longueur de l'onde lambda ne sera que cette distance, c'est-à-dire elle représente une distance, voilà, c'est ça, lambda. Donc elle représente la distance, cette distance qui est parcourue par l'onde pendant une période. Voilà, la longueur d'onde lambda représente la distance parcourue par l'onde pendant une période. Donc pour trouver la relation qui lie la vitesse, la période et la vitesse, la période et la longueur d'onde, je peux la démontrer très facilement. On sait que V, par la relation V est égal à D sur delta T. Donc, lorsque l'onde parcourt une distance lambda, il parcourt cette distance lambda pendant un intervalle de temps qui est égal à T, c'est-à-dire pendant une période d'après la définition. Donc, pour trouver lambda, il serait égal à V fois T. Ou bien, lambda est égal à V divisé par nu, parce que je peux remplacer le 1 sur T par nu. Donc, il serait égal à lambda fois nu. Donc, pour trouver lambda ici, lambda sera égal à V divisé par la fréquence nu. Donc, la longueur d'onde, puisqu'elle représente une distance, il est en mètres. V, c'est la vitesse de propagation de l'onde en mètres par seconde. Mu, c'est la fréquence de l'onde progressive qui est égale à la fréquence de la source. Elle est en Hertz. Après, on passera à l'onde progressive à la surface de l'eau. Voilà, onde progressive à la surface de l'eau. C'est-à-dire, j'écris par une source S des perturbations qui sont successives à la surface de l'eau. Donc, on provoque une onde circulaire dans un cuve à onde par une source vibrante pour obtenir l'immobilité apparente, c'est-à-dire au début, je vois toute la surface de l'eau qui est floue. On éclaire la surface de l'eau par un stroboscope dont la fréquence est réglée sur une valeur égale à la fréquence de l'onde progressive, c'est-à-dire celle de la source vibrante. On obtient par stroboscope la figure suivante, donc c'est-à-dire il nous apparaît qui est immobile, c'est-à-dire que ces ondes qui se propagent à la surface de l'eau, il nous apparaît qu'elles sont immobiles. Voilà, pour trouver la distance, pour trouver lambda. Donc lambda, il représente la distance entre deux crêtes. Voilà, si je prends cette crête-là et celle-là, la distance qui les sépare est égale à lambda. Voilà, j'ai fait ici une coupe transversale. Je fais une coupe de l'eau qui est transversale ici, comme ça. Dans toutes les directions, je fais cette représentation ou bien cette coupe sur n'importe quelle direction. Voilà ce que je vois. Voilà ici les crêtes des ondes. La distance entre deux crêtes consécutives, c'est lambda. Et nous apparaît que ce schéma, elle est sinusoïdal. Cette représentation, elle est sinusoïdale. Ici, c'est la source. Voilà, c'est ce point-là. Voilà sa position ici. Voilà, donc la distance entre deux crêtes consécutives représente la longueur d'onde. La coupe qu'on a fait, c'est une onde qui est une coupe qui est transversale. La coupe de la surface de l'eau montre que l'onde circulaire à la surface de l'eau est transversale. Voilà, c'est-à-dire la perturbation et le sens de propagation sont perpendiculaires entre eux. Après, on passera à une petite application. Voilà, sachant que la vitesse de propagation de l'onde V est égale à 2,5 mètres par seconde et la longueur de l'onde progressive et lambda est égale à 1 cm, quelle est la période de l'onde progressive? Voilà, je peux trouver facilement cette période. Donc on sait que
toujours d'après la relation V est égal à D sur delta T. Cela implique que V, la distance c'est lambda qui est parcouru pendant une période T. Donc cela implique que T est égal à lambda sur V. Or, lambda est égal à 1 cm, c'est-à-dire 10 moins 2 mètres. Pour V est égal à 2,5 mètres par seconde. Donc est égal à 4 fois 10 moins 3 secondes. Est égal à 4 fois 10 moins 3 secondes. Voilà K de l'onde rectiligne. Donc on provoque une onde rectiligne dans une cuve à onde en utilisant une plaque vibrante et on éclaire la surface de l'eau par un stroboscope dont la fréquence réglée sur une valeur égale à celle de vibration de source, c'est-à-dire celle de l'onde progressive pour obtenir l'immobilité apparente et on obtient la figure suivante. Voilà, donc je frappe la surface de l'eau par une plaque. Voilà, on a ici une plaque et je frappe la surface de l'eau et on écrit des ondes qui sont rectilignes, comme vous voyez. Qui sont rectilignes. Donc la coupe de la surface de l'eau montre que l'onde rectiligne à la surface de l'eau est aussi transversale, parce que le sens de déplacement de l'onde est perpendiculaire au sens de la perturbation. Application. Donc dans cette application, dans l'expérience précédente, c'est-à-dire dans cette expérience, sachant que la plus grande fréquence du stroboscope qui permet d'obtenir l'immobilité apparente est 250 Hz. En mesurant la longueur d'onde lambda qui est égale à 0,8 cm pour la première question, quelle est la fréquence de l'onde progressive? Donc on cherche la fréquence de cette onde progressive. Donc pour obtenir la plus grande fréquence, toujours je reviens à ce qu'on a vu au début de cours. On a trouvé une relation entre la fréquence des éclairs et la fréquence, voilà, on a la fréquence des éclairs est égale à la fréquence à la surface de l'eau, de la source, sur K. Donc, je reviens à cette relation. Voilà, on a vu que, voilà, on sait que N est égal à K fois NE. Donc pour que NE, donc cela implique que NE est égal à N sur K. Donc pour que NE prend sa plus grande valeur, il faut que K soit égal à 1. Donc cela implique que N sera égal à NE qui est égal à 250 Hz. Pour la deuxième question, déterminer la vitesse de propagation de l'onde progressive. Voilà, la vitesse de propagation de l'onde progressive. La vitesse de propagation de l'onde progressive,
Voilà, on utilise la relation V. V est égal à lambda fois nu. Donc cela implique que V est égal, la valeur de lambda est égale à 8, 10, moins 3 mètres, multiplié par la valeur de la fréquence qui est égale à 250. Donc voilà, je peux simplifier ici 0, ici on a 10 moins 2, 25 fois 8 est égal à 200, donc est égal à 200 fois 10 à la puissance moins 2 mètres par seconde, c'est-à-dire est égal à 2 mètres par seconde plutôt, donc est égal à 2 mètres par seconde. Après, on passera aux ondes sonores et ondes ultrasonores. Voilà les ondes sonores. Donc les ondes sonores sont des ondes mécaniques longitudinales. On a vu dans la première partie que ces ondes sont longitudinales, résultant de la compression et dilatation des constituants du milieu de propagation. La célérité d'une onde sonore est d'autant plus grande que la densité du milieu est élevée. Donc la célérité des gaz elle est inférieure aux célérités des liquides, qui est inférieure aux célérités dans les solides. Les ondes ultrasonores. Donc les ondes ultrasonores, ce sont des ondes sonores dont la fréquence est supérieure à 20 kHz. Elles sont inaudibles, elles se réfléchissent partiellement sur un obstacle, bien que les ultrasons ne puissent pas être entendus par l'homme. Certains animaux comme les chauves-souris, les dauphins ou les baleines sont capables de les percevoir. Et on passera à l'activité 3, détermination expérimentale de la vitesse de propagation d'une onde sonore. Donc comparaison du mouvement de deux points du milieu de propagation. Voilà, ici on a une corde et on a les points des cordes. On a pris les points M1, M'1, M'2 et ainsi de suite. Donc si je prends la distance entre M1 et M3, voilà, M1 et M3, voilà, on trouve que cette distance est égale à 2 lambda. On dit que M1 et M3 vibrent en phase parce qu'elles seront maximales en même temps, elles s'annulent en même temps et elles sont minimales en même temps. De même, si je prends M3 et M4, voilà M3 et M4 qui est égal à lambda. Donc on dit que M3 et M4 vibrent en phase. De même pour M1 et M4. Donc pour M1 et M4 est égal à 3 lambda. Donc on dit que M1 et M4 vibrent en phase. Donc en général, deux points M et M' du milieu de propagation vibrent en phase si la distance qui les sépare est un multiple de la longueur d'onde lambda. M' est égal à K lambda, avec K appartient à N étoiles. Je prends maintenant le deuxième cas. Je prends le cas de M1. Je prends le cas de M1, M'1. M1, M'1 est égal à lambda sur 2. Donc lorsque M1 est maximal, M'1 elle est minimale. Donc on dit que M1 et M'1 vibrent en opposition de phase. Je prends M1, M'2. M1 et M'2 est égal à 3 lambda sur 2. Lambda sur 2, 2 lambda sur 2, 3 lambda sur 2. Donc M1, M'2 vibrent en opposition de phase. Je prends M1, M'3. M1, M'3 est égal à 5 lambda sur 2. Donc on dit que M1 et M'3, ils vibrent en opposition de phase, c'est-à-dire lorsque un est maximal, l'autre elle est minimale. Donc en général, on dit que deux points, en général,
deux points M et M' du milieu de propagation vibrent en opposition de phase si la distance qui les sépare est un nombre impair de la demi-longueur d'onde. C'est-à-dire, dans le cas général, ces deux points vibrent en phase. Si on a la distance entre M et M' est égale à 2K' plus 1 lambda sur 2. Si je prends K' est égal à 0, on aura lambda sur 2. Si je prends K' est égal à 1, 3 lambda sur 2 et ainsi de suite. Remarque, maintenant je parle pour les fonctions. On dit que deux fonctions sinusoïdales sont en phase. Comme vous voyez dans le premier cas, y1 et y2, ce sont deux fonctions sinusoïdales qui sont en phase. S'ils s'annulent en même temps, voilà, on a y1 et y2 en phase, s'annulent en même temps, elles sont maximales en même temps, les deux courbes, et elles sont minimales en même temps, les deux courbes. On dit, pour le deuxième cas, on dit que deux fonctions sinusoïdales sont en opposition de phase. Voilà, on a y1 et y2 sont en opposition de phase. Si l'une est maximale, l'autre, elle est minimale. Mais les deux fonctions, elles s'annulent en même temps. Voilà, on dit que deux fonctions sinusoïdales sont en opposition de phase. Elles s'annulent en même temps, mais si l'une est maximale, l'autre, elle est minimale. Et je fais une petite application. Donc, j'ai deux points en mesurant dans une cuve à onde la longueur de l'onde progressive. On trouve que lambda est égal à 2 cm. Donc, comparer le mouvement de deux points M et N du milieu de propagation dans chacun des cas suivants. Donc, pour le premier cas, c'est-à-dire le petit a, on a Mn, est égal à 6 cm. Donc, pour trouver divisé par lambda, donc cela implique que Mn sur lambda serait égal à 6 cm divisé par 2 cm, c'est-à-dire est égal à 3. Donc cela implique que Mn est égal à 3 lambda. Donc la distance entre M et N est égale à un nombre entier de lambda, donc Mn vibre en phase. Donc cela implique que le point M et le point N vibrent en phase. Donc je fais la même chose pour le deuxième cas, pour le B. On a Mn est égal à 7 cm. Toujours je divise par lambda. Mn sur lambda est égal à 7 cm sur 2 cm est égal à 3,5. Donc cela implique que Mn est égal à 3,5 lambda. Donc cela implique que M et N vibrent en opposition de phase. Donc on arrête cette étude